ensemble, on donne les choses possibles. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Je ne peux démarrer ma contribution sans rendre un hommage vibrant à l'association Agui, de son équipe et notamment de la présidente qui n'a pas ménagé, en tout cas qui a ménagé tous les efforts qu'il faut pour que je sois là. Parce que être là ce matin, c'était pas donné. C'est d'abord depuis mes champs ou mes terrains qui partent du Mali, en passant par la Guinée, via le Burkina Faso, et ensuite chez nous, en Côte d'Ivoire. Donc, que je sois là ce matin, parce que la présidente, Madame Kipré Randier, l'a voulu. Et ça, vraiment, il faudra que nous nous rendons hommage avec un standing ovation. Ensuite, avant de démarrer, je rendrai hommage également à celle que nous appelons, que j'appelle ma fille, la princesse Akan. Descendante de la reine Ablaboku. Donc, quand j'ai dit tout cela, cette rencontre est d'une importance capitale parce que nous sommes aujourd'hui au lendemain de la célébration de la journée, comme je le rectifie toujours, pas de la femme, mais de la journée des droits de la femme. De quels droits s'agit-il? Est-ce des droits acquis? Est-ce des droits périmés? Ma copine Bintou? Ou est-ce des droits à perpétuelle évolution? Donc, une fois dit cela, nous serons à même, dans nos différents échanges, de restituer le débat de quel droit il s'agit, qu'est-ce que nous avons gagné, qu'est-ce que nous avons perdu, et qu'est-ce qui nous reste à faire, ou quel est le chemin que nous aurons à parcourir ensemble, parce que tout n'est pas acquis. J'ai pour mémoire, quand je suis souvent dans mes amphis à l'université, de dire à mes étudiants que lorsqu'on célèbre des personnes ou des objets sociaux, comme actuellement c'est le cas aussi de la restitution des objets africains, c'est que là il y a un problème, il y a le bas qui blesse quelque part. Depuis les millénaires, est-ce que les femmes avaient des droits dans le temps? Est-ce que nous, sous nos sociétés communément appelées sociétés traditionnelles africaines, est-ce que les femmes avaient des droits, avaient-elles du moins des places qui étaient occupées par elles? Est-ce que sous la puissance patriarcale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sous la puissance masculine, avions-nous des droits déjà à cette époque? Moi, je réponds par l'affirmative que oui, nous avions des droits. Même si de par le temps, de par les différentes dynamiques que nous connaîtrons via le colonialisme ou la colonialité, tous ces droits-là, au fur et à mesure de nos parcours émancipateurs, ce sont des droits qui vont s'évaporer un temps soit peu. Est-ce que lorsque le colon, l'administrateur colonial ou l'administrateur colonial arrivait dans nos territoires, dans nos espaces africains, est-ce que la femme africaine, l'africaine, disons qui représentait nos ancêtres femmes, elles avaient des droits? Moi je réponds oui, par l'affirmative, elles avaient des droits. Certes, des droits bien respectés et des sacralités qui respectaient aussi ces droits-là. Donc il y avait une composition, une certaine dynamique ou une synergie à la fois entre les hommes et les femmes.
pourquoi cette synergie, cette dynamique a disparu tout au long de, je dirais, de l'administration coloniale? Simplement parce que pendant la colonisation, lorsque le colon partait de la métropole, des pays tels que la France ou l'Occident, le colon exportait, venait avec lui des droits non acquis au féminin, puisqu'ils avaient l'habitude de traiter leurs femmes, enfin je dirais, au bas de l'étage. Donc dans son sac, son bagage, le colon transporte cela. Il arrive dans nos espaces territoriaux ou nos espaces en Afrique avec cette image-là qu'il faut soumettre. Il faut mettre la femme, je dirais, au bas de l'étage. Et là encore, parce que je suis gentille. Donc ce traitement, je ne dis pas non plus que tout est de la faute du colon, mais il y a une grande part de responsabilité que nous, en tant qu'anthropologues, ethnologues, ce fait historique-là, nous sommes obligés de les replacer à l'endroit qu'il faut. Ça ne veut pas dire que c'est du faux fuyant ou du moins qu'on rejette tout sur l'Occident. Il y a eu du beau aussi dans la colonisation. Mais le package qui nous a apporté, des premiers chefs, comme là aujourd'hui il s'agit de la femme, elle est mise, je dirais, sous ornière. Il n'y a aucune considération pour elle. Et pour parler de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse à juste titre, je ne dis pas que le Congo ne m'intéresse pas, hein. Ça m'intéresse aussi, ma soeur collègue. Hein? Pour parler de la Côte d'Ivoire, pendant cette période-là de la colonisation, lorsque le colon, pour ramener sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, la guerre 1918-1914, c'est la femme, encore une fois, qui va se mettre au premier chef pour défendre les hommes. Dans cette défense-là, encore, c'est méconnu dans les littératures, les ouvrages ou toute la revue l'ivresse qu'on voit, puisqu'on voit toujours que c'est la masculinité qui est toujours au chef, c'est l'homme qui a toujours gagné. Mais pour que l'homme gagne toujours, il a fallu que nos Amazones se lèvent. Ou bien, la copine du Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, une fois que la femme, déjà pendant cette période coloniale, va prendre le devant de la scène, va prendre ses responsabilités, va dire non, stop, oh là, c'est bon, vous avez assez fait souffrir nos hommes, il est temps que nous, on se mette devant. Quelles sont ces pratiques qu'elles vont mettre en lumière? Permettez-moi souvent, peut-être que je vais m'élever, parce que j'aime être souvent en mouvement quand je suis devant. Bravo, bravo. Donc, je disais tantôt que ce sont les femmes qui, de premier chef, vont prendre leurs responsabilités. Et quand elles prendront leurs responsabilités, bien sûr, je vais en parler tout à l'heure, c'est souvent avec des pratiques ancestrales de nos bois sacrés féminins. De quel bois sacré il s'agit? Le bois sacré, ça, dans le sein, quand les femmes se mettent nues, quand on danse la gagne, c'est toute cette sacralité dans le fond des femmes. Les guerrières se mettent nues pour combattre ce qui est devant, ce qui est sacré. Et mettre nues ce qui est de sacré en elles. Donc, pendant la marche de Bassam, qui a été aussi la révolution féminine chez nous en Côte d'Ivoire, elles se sont soulevées dans cette marche-là. Pour celle qui vient, ma soeur qui vient de Bassam, on a une belle effigie de femmes marcheuses de Bassam. Simplement parce que pendant la marche de Bassam, elles se sont mises nues. Elles ont été massacrées sur le petit pont qui rallie la ville de Bassam à la zone maritime là-bas, à la mer. Elles se sont mises nues. Et il y a beaucoup qui ont été massacrés dans la lagune là. Ainsi, elles mettent en émulsion ce qu'elles ont de sacré. Ça n'a rien à voir avec les femmes qui font un peu le show aujourd'hui. Elles utilisent la nudité, mais ce n'est pas de cette nudité qu'il s'agit. Parce qu'en Afrique, quand la femme se met, je dirais, dans l'ère
du néolithique en quelque sorte. C'est une pratique néfaste, certes, qui aujourd'hui fait que dans les suites opératoires, les suites de l'ablation du clitoris, il y a certaines qui ont le fistule. On a vu ça avec les copines qui ont travaillé sur les questions des fistules, qui ne peuvent pas accoucher paisiblement. On a aussi toutes ces donnes-là liées à la notion du plaisir. C'est-à-dire certaines femmes en deviennent frigides par la suite. Il y a aussi toute cette question-là du fait que la femme elle est traumatisée à vie. Ce ne serait-ce qu'au niveau des rapports sexuels. Mais une fois qu'on a dit cela, de quelle pratique il s'agit aussi quand on a coupé, on a enlevé la partie chirurgicale, la partie traumatisante dans l'affaire. C'est toute la base éducative et tout. C'est de ça qu'il s'agit. L'éducation qui vient, qui nous sont transmises de ces forêts-là, de la sacralité de nos bois sacrés. Le respect déjà du droit d'aîné ou du droit d'aînesse. Simplement, c'est à travers ces forêts-là, ces bois sacrés, que une génération, parce que c'est générationnel, ce n'est pas, on ne pioche pas comme ça, on ne prend pas de temps à autre des enfants qu'on les mène. C'est par classe d'âge, par tranche d'âge, pour les sociétés lignagères que nous connaissons en Afrique. Donc, l'enfant, c'est-à-dire tout au long de son évolution, de sa naissance, jusqu'à un certain âge, ainsi de suite, il y a une donne et une base éducationnelle qui lui est transmise. Et dans ces bases éducationnelles-là qui sont transmises à l'enfant, le bois sacré, dont les mutilations, certaines formes de mutilation génitale, parce que ne confondons pas tout, n'uniformisons pas tout, les mutilations génitales, il y en a jusqu'au nombre de 3. Il y a 3 grands types. Je pense que la princesse Akan peut nous envoyer quelques images. Voilà. Voilà. Donc, il y a 4 grands types. Le premier, c'est la circoncision avec l'excision du prépuce clitoridien, sans excision du clitoris. C'est ça qui est le plus courant d'ailleurs. Cette pratique-là, elle se déroule dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique au sud du Sahara, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, une partie de la Côte d'Ivoire, si je m'en abuse, même au Sénégal aussi, hein, au Sénégal, en Gambie, voilà. Donc le type 1, c'est le type le plus courant. Le type 2, c'est l'excision du clitoris avec excision partielle ou totale des petites lèvres. Voilà. Donc vous voyez un peu l'image, donc elle est à 80% des mutilations aussi. Le type 1, il est pratiqué, je pense, en Afrique de l'Est, vers le Burundi, un petit peu vers l'Angola, etc. Mais aussi un peu une partie du Cameroun, du Niger, etc. Le type 3, ça c'est le type vraiment que moi-même en tant que femme, en parlant de ça même, j'ai la chair de poule, j'ai peur. C'est l'infibulation avec fermeture quasi complète de l'orifice vulvaire, 15% des mutilations. AT a fait un superbe documentaire là-dessus. Je pense que les uns et les autres vont trouver l'image sur les bases de données de Arte. Donc le type 3, c'est le type qui est pratiqué vers les pays tels que l'Éthiopie. Voilà, l'Éthiopie, eux, ils pratiquent cette forme de mutilation. C'est la plus tragique parce que beaucoup de petites filles, malheureusement, sont décédées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de décès dans les autres, mais celle-là, c'est la plus grave. Parce que quand on voit les images, j'ai encore la chair.
Et puis il y a les autres formes, il y a les autres procédés de mutilation. Quand je pense aux autres procédés, bon, qui ne sont pas peut-être là, mais les autres procédés, c'est peut-être souvent, oui, en avance. Les autres procédés, c'est par exemple aussi, là, c'est le corps, c'est un peu l'aplatissement des seins. On aplatit les seins, comme au Cameroun, par exemple, qui est une pratique aussi courante. Il y a aussi la Mauritanie, avec un fer à repasser. Merci là-bas. Avec un fer à repasser. Une seconde. Et ensuite, il y a le gavage en Mauritanie. Tout ça, c'est lié au corps de la femme. Le gavage en Mauritanie, où on gonfle, on fait manger les petites filles. Hein? On fait gonfler les petites filles pour qu'elles soient rondes. Tout simplement parce qu'il y a, excusez-moi les hommes, hein, il y a une dépossession du corps de la femme par les hommes. C'est-à-dire, il faudrait que l'image ou la conscience ou l'idée donnée des hommes, des femmes, il faudrait que les femmes obéissent à ce carnaval-là. Donc tout ça, c'est de ça qu'il s'agit. Même toutes les mutilations évoquées ici et là, cela obéit à cela. Le plaisir de l'homme, comment est-ce que la petite fille peut être préservée jusqu'à la nuptialité. Et ce que je ne vous ai pas dit, lors de la fibrillation par exemple, ce n'est rien d'autre que la couture, hein. On coud le sexe de la femme pour juste faire passer une petite orifice où elle peut uriner. Mais le jour que elle sera décousue, ce sera le jour de son mariage. C'est le mari qui découvre. Pour dire, ben, écoutez, j'ai été préservée, mes parents m'ont préservée, jusqu'à ce jour-là, on passe à la nuptialité. Donc ça obéit un peu aux règles de la virginité. Hein? Odia, c'est un sujet lourd, hein, pour un samedi matin, mais bon, c'est pour ça que Miss Prudence m'a dit de venir. J'ai dit, ma chérie, c'est un sujet lourd, hein, tu peux supporter. Elle dit oui. Donc on est là aujourd'hui. Donc, tous ces aspects-là évoqués ici et là, c'est pour vous dire que le patriarcat, excusez-moi d'insister sur le patriarcat ou la forme de masculinité. Tous ces faits-là obéissent au système patriarcal, la dépossession du corps de la femme, ce que nous voulons que la femme soit. Tout cela, c'est dans la vision masculine. Comment est-ce que je veux que ma femme soit là? Tout cela, toutes ces souffrances obéissent aussi à ce corps-là. En tout cas, du point de vue de nos sociétés ancestrales africaines. Je ne dis pas que dans la modernité, elle existe, ces pratiques n'existent pas. Ça existe encore, ça a perdu encore. Ça a perdu encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des garantes, bitou, des garantes de ce bois sacré-là, des femmes qui continuent à faire perdurer ces systèmes, ces différents systèmes. Pourquoi et comment elles continuent de faire la perpétuation de ces pratiques? La question reste posée. Parce que tout cela, il s'agit de la souffrance subie par les femmes. Pourquoi ce sont les femmes aussi qui sont au début et à la fin des souffrances féminines? Ça, je n'ai pas la réponse non plus. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit au début. Oui. Les colons, Oui. ils ont apporté en Afrique un système de... D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Afrique, les colons, les Africains, ils appellent les blancs papas. Ah. Voilà. Tout le conditionnement est là. Avant, dans le temps, les sociétés africaines étaient matriarcales. Moi, je suis descendant d'esclaves. Chez nous, on appelle les femmes des potomitons. Oui, Potomitons, ça veut dire, c'est Je tout connais. autour. Les gens, on les a conditionnés là Haïti, hein. et ils croient que, comme quoi que... Vous êtes haïtien, monsieur. non, je suis guadeloupéen. Guadeloupéen. Si, pareil. Ok, c'est pareil. Merci là-bas, mon frère. Oui, parce que le problème, c'est que vous dites les conséquences. Parce qu'en fait, les scarifications, c'était des choses sacrées, en fait. Maintenant, ça ne veut rien dire, c'est avili.
parce qu'on a voulu avilir ces choses-là. Mon frère, réserve ta question. On aura un large temps de débat tout à l'heure. Mais oui, mais Et c'est parce merci. que j'ai entendu, et puis ça... Non, ça remonte, je vous comprends. Vous voyez, moi-même qui fais l'intervention, je vous parle avec émotion. C'est pour ça que je n'ai pas voulu m'asseoir. Parce que là, m'asseoir, peut-être. Mais parce que les gens, il faut qu'ils comprennent le Voilà, sens des choses. je n'aurais pas pu. Voilà. On avance. Donc, je posais la question. Les femmes qui sont martyrisées, qui subissent ces souffrances-là, qui subissent toutes ces pratiques chirurgicales, pourquoi ce sont les femmes qui mènent tout le processus, du début jusqu'à la fin, et qu'elles ne sont pas capables de mettre un holà à cette pratique-là? Voilà une question aussi. Je pense que l'ami Sakan va nous envoyer un film documentaire sur des témoignages d'une pratiquante, mais aussi de quelqu'un qui a subi l'excision. Arrivé sur une succès, c'est ça. On dit on peut nous a attrapé, on m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti et je me suis couché. On m'a utilisé. C'est ça, sans sauter. On commence 3 mois, elles ont peut-être fait. Deux fois, elles ont 18 ans. On les fait 2 fois des... Ils ont fermé notre visage un peu. On est arrivé sur une succès. C'est ça. On dit on peut nous a attrapé. On m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti. Et je me suis couché. On m'a utilisé. C'est ça, sans sauter. On commence 3 mois, elles ont peut-être fait. Deux fois, elles ont 18 ans. On les fait 2 fois des mamans. Souvent, elles sont fermées. Ce que je veux dire encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser qu'on m'a fait debout, celle qu'on avait fait avant moi, ils étaient assis sur des feuilles. J'ai vu du sang partout.
n'est pas. Bref, je vais parler. Je vais leur dire, ne pas arrêter ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand ils font ça, ça pose le problème. Quand tu es grand, quand tu viens enfanter. La loi devait être en vigueur et ça coïncidait avec la guerre. Donc, il y avait la guerre, on ne pouvait pas aller sensibiliser dans les villages. Et quand tout est rentré en ordre, on a commencé à faire lutte contre les violences basées sur les gens, les MGF surtout. Mais aujourd'hui, beaucoup de filles vont à l'école. Beaucoup de filles savent que l'excision, ce n'est pas une bonne chose. Les mentalités ont changé. Surtout que maintenant, quand on prend une exciseuse, on la met en prison. De bouche à oreille, ça s'en va. Et quand tu vas vers une exciseuse, elle ne va pas t'accepter puisque elle, c'est son gagne-pain. Mais nous insistons, on insiste. On fait comprendre à l'exciseuse que ta pratique là, elle est sale, c'est une sale pratique. Voici, moi j'en souffre aujourd'hui. Et je lui dis que moi je suis témoin oculaire. J'ai été excisée quand j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Moi, j'ai arrêté de faire parce que tu sois exciseuse ou que tu ne sois pas exciseuse, tu n'es pas au-dessus de la loi. Nous sommes à la lutte. Et les femmes qui vivent ce cas-là, il faut qu'elles viennent, qu'elles mènent les mêmes luttes comme à l'ouest, au nord. Nous sommes au nord aussi, au nord, à l'ouest, à l'est, partout dans le monde. Qu'elles mènent la lutte comme allons poursuivre. S'il vous plaît, vous avez vu la magnifique vidéo de la princesse Akan sur les témoignages donnés ici et là, à la fois par les victimes, celles qui ont subi l'excision, mais aussi par les pratiquants, les exciseuses. Et sur ce pas, je vais vous définir un peu les rôles ou comment l'exciseuse, les pratiquantes, arrivent à organiser le processus de l'excision. D'abord, il faut comprendre que pour être exciseuse, c'est un héritage, c'est un legs de mère en fille, ou aussi ça peut être un don ou un legs reçu dans un club pour faire cours spirituel. C'est-à-dire on ne devient pas exciseuse du jour au lendemain. Il faut appartenir d'abord à un certain lignage, un groupe de femmes qui transmettent la pratique et qui transmettent la pratique en héritage à leur descendance fille. Et cette descendante-là n'est pas descendante ou bien n'est pas exciseuse. Qui veut? Il faut avoir les préliminaires, les dispositions pratiques pour le faire. Et très souvent, c'est transmis spirituellement par soit le rêve, soit la grand-mère, sentant ces jours qui vont bientôt arriver, va avoir un songe, ou trouvera un songe, on lui transmettra un songe, que tiens, dans ta descendance, c'est telle fille qui devrait succéder, enfin, en tout cas, te succéder. Donc, automatiquement, elle a fait la formation jusqu'à la fin
de cet enfant-là, de cette petite fille-là, qu'elle va former. Je dirais entre griffes que c'est peut-être une donation de sorcellerie, entre griffes, même si on n'arrive pas à la sorcellerie. Parce que quand on dit sorcellerie en Afrique, ça recouvre tout, ça renferme tout. Il y a à la fois du bon et du mauvais. Donc lorsque cette petite fille-là reçoit cet héritage-là de sa mère ou de sa grand-mère, eh bien, elle fera de cet héritage-là sien. Elle va s'approprier tous les attributs de cet héritage pour mieux pratiquer l'excision sous toutes ses formes. Ça, c'est un premier groupe. Le deuxième groupe, c'est celles qui proviennent des clubs sacrés ou des clubs spirituels. N'est pas non plus aussi membre d'un club spirituel comme ça. Il faut être dans les prédispositions. Il faut être dans les dispositions pour le faire. Comme les comians, par exemple. Les comians, dans l'ère ethnographique à Caen, ce sont ces grandes dames, ces femmes prêtresses qui, à chaque cérémonie, ont leur mot à dire. Hein? La miss qui vient de Bassam, elles sont bariolées de kaolin, de blanc, avec des clochettes, et elles passeront à travers tout le village avec des pas enjambés pour annoncer ou bien pour enlever tout ce qui est méfait dans le village. Donc ça, ce sont des espaces féminins où les hommes n'ont pas cet endroit-là et s'exprimeront là positivement. Donc il faut appartenir à ce groupe, à ce grand groupe pour pouvoir être exciseuse. Une fois qu'on a acquis, je dirais, les lettres de noblesse de la pratique, on pourra procéder à d'autres choses, à d'autres événements, à d'autres trucs. Là, ce que je vous dis là, c'est dans l'ère ethnographique à Caen. C'est-à-dire c'est un groupe ethnique qui est à la fois à cheval entre la Côte d'Ivoire, un peu le Togo et voire même le Bénin, hein, et le Ghana, c'est ça, qui est originaire du Ghana. Une question. Est-ce qu'il y a des Je exciseurs? n'ai pas terminé, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a des exciseurs? Juste ça. Non, Est-ce qu'il y a des exciseurs? Non, mais je te comprends. Non, parce que la conférence, je termine, vous réservez votre question. Et je vous répondrai. On aura toute l'après-midi, toute la matinée pour ça. Réservez les questions, c'est ma faute aussi. On aurait dû prévenir. Et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, sont originaires du Ghana. Et ensuite, ce qu'il faut retenir de ces exciseuses-là, là c'est du côté maintenant malinqué, dans l'ère ethnographique du Manding, qui part un peu du nord ivoirien jusqu'au nord burkinabé, nord Conakry, etc., Mali et Mali. Les exciseuses, elles sont à la fois les matrones, celles qu'on appelle les magnons. Oui, les sages-femmes d'aujourd'hui. Voilà, les magnons. Donc ce sont des femmes qui pratiquent à la fois l'excision, mais qui aussi accompagnent les femmes pour l'accouchement, même les grossesses. Et elles ont des pratiques ancestrales qui, aujourd'hui, la modernité leur envie cela. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire, lorsque l'enfant est en siège comme ça, elles ont des paroles sacrées ou des incantations, et l'enfant se remet à l'endroit automatiquement. Ça aussi, elles savent le faire. Donc, toujours sous le contrôle de l'ère ethnoculturelle du Mandé, ces femmes exciseuses, celles aussi qui gèrent, je dirais, la nuptialité, ce qu'on appelle les pognomalons. C'est-à-dire celles qui accompagnent, toi, Patricia, qui connais bien le Ghana. Ce sont ces femmes-là qui sont commandées par les parents de la fille à marier, qui restent pendant 7 jours dans la chambre. Je vois ma soeur du Sénégal là-bas qui remue la tête, elle connaît. Voilà. Donc pendant 7 jours, c'est elles qui vont éduquer la mariée et le marié, mais aussi qui vont montrer toutes ces pratiques-là
Hein, comment maintenir les hommes auprès de leur épouse. Oui, il y a un peu de tout sous le bocard de l'excision. C'est pourquoi je dis que ces grands médias-là, nous on est là pour ça. On a été à leur école, on est là pour leur enseigner. Mais n'extirpez pas juste une pratique négative dans l'ensemble de la pratique pour dire, bah tiens, on rejette tout, le bébé avec l'eau du bébé, l'eau du bain. C'est aussi ça que je veux démontrer ce matin. Donc ces magnons-là, elles sont superbes dans leur démarche. Elles sont là, elles éduquent la jeune fille, elles éduquent aussi le futur époux à la gestion du quotidien, simplement. Donc, une fois que j'ai dit cela, il faut que je vous explique comment le processus se déroule. Une fois que les jeunes filles ou la petite fille a été excisée. Là, on n'explique pas dans le film, mais je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, le matin très tôt, hein, lorsqu'on a regroupé les classes d'âge, c'est-à-dire à partir de, pour faire court, 6 ans, hein, jusqu'à 10 ans, on a eu 12 ans même, on a regroupé les petites filles de cet âge-là. Très tôt le matin, il y a une dame, une vieille femme, une maman, l'exciseuse, avec son groupe, parce qu'elle a accompagné, c'est en équipe que ça s'est passé. Donc, ils viennent chercher. Il y a eu une préparation psychologique auparavant. Hein. Ils viennent chercher sous le son de chorégraphie, de son de tam-tam, hein, de tout ce qu'ils peuvent faire, enfin, vraiment de l'animation, parce qu'il faut les encourager. Il faut chanter leur louange, il faut chanter la généalogie des parents, hein, des lignages dont ici ces petites filles-là, pour les encourager. Ça ne se fait pas comme ça, d'une baguette ou bien de manière rêche. Non, il faut les galvaniser d'abord. Donc elles sont galvanisées au maximum, je dirais même travailler au corps pour ne même pas qu'elles sentent la douleur. Parce que c'est aussi cela. Donc ça sera sous les sons de chorégraphie, de danse célèbre, des chansons pour vanter les louanges. Par exemple, si c'est un enfant, une petite fille de Kouyaté, on parlera de toute la généalogie des Kouyaté. Pourquoi aujourd'hui, là, l'épreuve qu'elle va traverser, c'est l'épreuve de ses aïeuls. Elle va honorer ses aïeuls. Elle va honorer sa grand-mère qui par le passé est passée par là, qui n'a même pas sorti un clan, un hic. Donc vous voyez un peu l'atmosphère dans laquelle vont baigner les enfants. Donc elles seront conduites dans le bois sacré. Et là, souvent même, il y en a qui ne s'enterront pas. Et ils vont faire l'opération avec des mamans, enfin, d'autres, les coéquipiers qui tiendront les jambes, les mains, etc. C'est la partie la plus douloureuse. Et pendant cette opération, tu n'as pas le droit de pleurer, ni de crier. Parce que si tu cries, on dit ben, tu as déshonoré toute la famille. Donc il n'y a pas lieu de parler. Tu dis rien, tu subis l'opération et après il faut tenir. Il y a un grand feu. Là, il faut tenir, même si tu saignes, tu sautes là-dessus. Et ensuite, après avoir pratiqué toute l'opération, le groupe est conduit. Excusez-moi. Le groupe est conduit dans une case sacrée. Et c'est là toute la magie va s'opérer. Parce que de la douleur qu'elles ont subie, quand elles arriveront, parce que là, elles seront choyées pendant une semaine. Là, c'est toute la famille, les présents, les cadeaux, les arrière-parents, les grands-parents qui viendront là pour honorer la petite fille. Donc, toute la douleur qu'elles auront subie là, elles ne verront rien quand elles seront dans la case sacrée. Parce que là, elles sont considérées comme femmes maintenant. Là, tu as honoré ta famille, tu as honoré tes lignages, et bien, tu peux t'installer sur ton trône, voilà, avec tous les louanges, toutes les faveurs que tu auras toute cette journée-là, enfin, toute cette semaine. Donc, c'est aussi cela, c'est cette lecture-là, il faudra aussi comprendre derrière l'excision. C'est tout enfant, enfin, là je parle dans une période ancestrale, du passé. Ça a lieu dans des communautés, mais ce n'est pas toutes les communautés où ça a lieu maintenant, puisque ça a tendance à disparaître. Donc,
La petite fille sera honorée, elle aura les meilleures nourritures, les meilleurs habits. Il y a des parents même qui offriront des grammes d'or, des kilos d'or à leurs enfants là. Donc c'est cette pratique-là qu'on dénonce, enfin la partie chirurgicale qu'on dénonce, mais toute la partie festive, culturelle, hein, il ne faut pas couper ça de cet ancrage historique qui est là. Maintenant, nous allons passer sur l'ère moderne, puisqu'on a vu comment ça se déroule. Hein. C'est ce qu'en pensent les femmes, celles qui subissent ou celles qui ne subissent pas les mutilations génitales féminines. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Ce qu'elles en pensent, je pense que tu as quelques images pour nous là-bas, non? Ok. Ce qu'elles en pensent, grosso modo, d'abord, quand on a estimé la partie chirurgicale, je parlerai de deux groupes. Il y a le groupe des femmes qui insistent et persistent et signent qu'il faut continuer cette pratique ancestrale-là. Parce qu'aujourd'hui, pour elles, la société, nos sociétés modernes sont dans une dépravation morale, une dépravation intellectuelle, une dépravation culturelle, qu'il faut persister dans ces pratiques ancestrales. Pour que la femme africaine, elle sache d'où elle vient, qu'elle comprenne qu'elle doit encaisser la douleur. Et par ricochet, je vais même sur les notions de péridurale, pour les sages-femmes ou celles qui... Voilà. La péridurale, aujourd'hui, pratiquée, il y a certaines femmes qui refusent cela. Parce que lors de l'accouchement, elles ne connaîtront pas la douleur. Et quand une femme ne connaît pas la douleur, eh bien son enfant, ce sera un enfant olé olé. Enfin, vous voyez un peu, même en France actuellement. Donc il y en a qui préfèrent ne pas subir, ne pas pratiquer la péridurale et continuer à encaisser, à subir la douleur pour l'enfantement. Ça aussi, c'est une réalité. Donc ça, de cocher, ça va dans le même sens que les pratiques, comment dirais-je, les mutilations génitales féminines. Donc ce groupe-là, que mes enfants appelleront les has-been, les has-been, elles sont inscrites dans ce schéma. Elles ne sont pas prêtes. Même jeunes, hein, elles ne sont pas prêtes à ce qu'il y ait un changement dans ces pratiques-là. Il y a les modernes qui estiment, vous me direz vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, vous n'en saurez rien. Je refuse. Voilà. Les modernes, les groupes de femmes dites modernes, estiment qu'il faut changer ces pratiques. Mais néanmoins, il faut qu'on conserve tout ce qui est base éducationnelle, tout ce qui est process pour dire à la jeune fille, de montrer à la jeune fille d'où elle sort. Une femme ne peut jamais être comme un homme. Oui. Dans un autre langage, on dit oui, les femmes non excisées, enfin, ce sont des garçons. Tu es pas non? Oui. Ce sont des garçons. Parce que dans notre mentalité africaine, on estime que ceux qui ne savent pas encaisser, supporter la douleur, ce sont les hommes. Donc une femme, lorsque tu n'as pas passé le rite ou les rituels de passage vers les mutilations, tu es considéré toujours comme un homme. Ça aussi, c'est la triste réalité. Maintenant, voilà. Il y a une autre thématique aussi dont il est question, que je vous en parle dans toujours mon cheminement. Ce sont les poids rétrogrades de nos coutumes, parfois, qui ont tendance, je dirais, à mettre sous orbite toute la gente féminine, sans, je dirais, sans tri sélectif. Ça aussi, c'est une triste réalité. L'autre pratique aussi qu'il faut dénoncer là, hein, sous toujours les pratiques néfastes, c'est le poids de la religion. Sous toutes ses formes. Par exemple, dans la religion musulmane,
ce qu'ils disent. Vous me direz encore qui écrit les textes sacrés, que ce soit la Bible ou le Coran ou la Torah. Qui écrit les textes? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Donc tout ce qui a tendance, je dirais, à rendre immature la femme, à la rendre encore sous la domination masculine, je pense que la plupart n'ont pas peur des mots de nos religions, que ce soit les religions révélées ou nos religions ancestrales, tire la femme vers l'immaturité. La femme doit obéissance, elle doit rester sous la domination. Chez les Malinqués même, c'est plus grave. On dit tant que tu obéiras, il y a un proverbe qui dit tant que la femme obéira son nom, elle acceptera son nom. Vous me direz qu'est-ce qui est sous le vocable de l'obéissance? De quelle obéissance il s'agit, ma copine? Hein? C'est l'obéissance du lit. Si tu acceptes ce que moi je dis tous les jours là, tu ne dis pas non. L'enfant qui sera issu de ce mariage-là sera un enfant béni. Qu'au Douaou. Les Douaou. Douaoudé. Hein? Le Douaou. D'ailleurs, je suis dans la réflexion. Souvent, quand je vais à Boaké avec mes étudiants, je dis, mais madame, où tu sors tout le temps avec ça? Je dis, non, il s'agit, ce sont des recherches autobiographiques. Parce que ce sont des questions, des interrogations, des questionnements que j'ai eus tout au long de mon enfance et qui me poursuivent encore à l'université ici. Et je n'ai pas toujours encore la réponse. Ma soeur, le Douaou. Qu'est-ce qui renferme le Douaou? Le Douaou, Binta, chez les musulmans, c'est la bénédiction. La bénédiction. Non, la bénédiction, pas le bonheur. Oui, la bénédiction dans le sens propre. Qu'un enfant, tant que tu as la bénédiction de tes parents, tu n'iras jamais à l'enfer. Tu ne seras jamais un enfant martyr. Tu auras le paradis ici sur terre et dans l'au-delà. Donc de quelle bénédiction il s'agit? C'est au nom de cette bénédiction-là que des enfants traversent la mer, le désert en Libye pour venir se faire harakiri dans la mer souvent. Oui, sous ce vocable-là de Douaou, je suis en train d'écrire un texte dessus. Je pense que je vais y arriver, un article scientifique. Parce que j'ai pas... Je suis dans le questionnement. Ce Douaou-là, c'est peut-être un asservissement hein, de l'enfant, des enfants par leur parents. Nous, on vous a mis au monde, et bien en retour, vous nous devez. Attends. Mais nous, on n'a rien demandé. C'est aussi ça, c'est tout fait. Bon, quand j'ai dit qu'on n'a rien demandé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas respect à nos parents. On leur doit respect, mais on n'impose pas, enfin, on n'impose pas à nos descendants. Le retour, on vous a éduqué, on vous a mis au monde, vous devez nous payer tant, via le Douaou. Non, mais le Douaou, moi, je m'en fous. Bref, donc c'est aussi, oui, c'est sous ce Douaou-là que beaucoup de choses se passent. Et c'est le même Douaou qui, par cheminement, va vers le Douaou conjugal. Oui, le Douaou conjugal, le Douaou de l'époux, le Douaou du mari. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que tu obéis à ton mari, tu acceptes tous ces sacrifices-là, eh bien l'enfant issu de ces mariages-là, ce sera un enfant béni. Baraka. Baraka, voilà la baraka. Mais beaucoup de femmes sont dans ce cheminement de nouvelle génération qui réfléchissent plus parce que c'est ça, elles ont été matées depuis l'enfance à cette sauce-là. Et c'est ça qui continue de guider leur vie. Oui. C'est sous ce Douaou-là que la femme est dépossédée de son corps. Je pense qu'il y a un superbe ouvrage de Françoise Vergès. Hier, je suis allée à la librairie, j'ai découvert, j'ai lu la préface, je pense que ça rentre dans le cadre de notre conférence. Le titre de l'œuvre, ça s'appelle « Le ventre de la femme ». Le ventre de la femme, Françoise Vergès. Je pense que c'est édition
Gallimard, si mes souvenirs sont bons. Elle retrace tout. Pourquoi lorsqu'on décide de faire les maternités, on ne fait jamais au bon moment. Et que c'est depuis la colonisation, hein, et elle remonte un peu dans les colonies, pourquoi on a interdit à des peuples de ne pas enfanter, on les a stérilisés. Ainsi de suite, toujours, c'est autour de la femme. Et moi, quand je la relis, je me revois encore à travers mes travaux sur le sexe féminin dans les territoires coloniaux. Il a été question de ça. Hein, mon frère Kipé? Du sexe. Parce que le grand colon qui venait dans nos territoires, sa démystification, ça va là. C'est en bas là, ça s'est passé. Quand les petites jeunes filles ils allaient, ils appelaient ça le mariage à la mode pays. Vous parlez des signaresses chez vous au Sénégal. Les signars ou les signaresses. Les Saint-Louisiennes. C'est pas. C'est chez Senghor. Ah oui, c'est chez Senghor. Mais c'est là qu'elles ont démystifié le colon avant que nous ayons notre autonomie, nos indépendances. Ce sont les femmes qui ont démystifié le colon. Mais attends, c'est blanc, blond, blanc bec au fond. Il ne vaut pas mieux que nos hommes. Le sexe. Tout commence là et tout finit là. Et les mutilations génitales féminines obéissent à cela. Pourquoi les femmes ne doivent pas avoir du plaisir simplement? Et l'objet du délit là, c'est le clitoris. Comme on va faire l'ablation du clitoris, qu'elle ne prenne pas son pied, c'est de ça qu'il s'agit. Et que le pied qu'elle prendra là, ça sera avec l'unique homme, elle ne verra pas d'autres hommes de part et d'autre. C'est moi seul et moi seul. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'on voit là autour, là, ce n'est que de l'enrobage. Mais le vrai secret, là, la vraie vérité, question, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, une fois qu'on a dit cela, heureusement, on va aller sur les perspectives, parce qu'on peut passer toute la journée à décrypter. Heureusement, en abondant dans les perspectives, nous avons aujourd'hui les méthodes chirurgicales. Il y a un célèbre chirurgien de l'hôpital, je pense, l'hôpital de Saint-Germain, dans le 78, en tout cas qui a été l'un des premiers à mettre en place la chirurgie réparatrice pour ces femmes-là excisées. Je pense qu'il a réussi. Hein? Tu as les images, tu peux nous envoyer? Non? Bon, je pense qu'il y a les images, les réparations, tu peux voir. Donc, la chirurgie réparatrice, hein, réussit à remettre en place le clitoris qui a été enlevé. Il réussit en tout cas à réparer les femmes dans ce sens. Aussi, celles qui ont eu, par exemple, la fibulation ou l'infibulation, ont réussi aussi à découper, à les remettre en ordre. Ça prend du temps parce que ce sont des chirurgies quand même assez lourdes. Par exemple, lors de l'accouchement, toutes ces pratiques, ces mutilations génitales ont des côtés ou des aspects négatifs sur l'accouchement, hein, tout ça. Et sur la suite, parce qu'à cause de ces pratiques néfastes, beaucoup de femmes, hein, subissent les césariennes parce qu'elles ne peuvent pas accoucher normalement. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas les formes ou le physique compétent pour ça, mais simplement parce que la partie qui expulse l'enfant, hein, il y a eu un problème là au départ. Donc Dieu merci, il y a les chirurgies réparatrices, hein, pour reprendre tout cela en compte et remettre. Ça peut prendre des semaines, des mois, mais au moins on réussit à faire des fortunes avec. Donc, pour mes éléments, ça sera ma conclusion. Les éléments que je propose à la suite de ma communication, j'ai dit comment s'en sortir, hein, c'est le thème de les mutilations génitales féminines. Comment en sortir? Comment aller vers l'avenir? Parce que lorsqu'on a décrypté tout ce qui était passif, tout ce qui était lourd, on ne reste pas seulement que dans le passif. On va aussi
vers les perspectives, vers l'ouverture. Donc, selon nous pensons que il faut une implication forte des gouvernements respectifs où sont pratiquées ces mutilations génitales, qui passeront notamment par des campagnes de sensibilisation, comme on a vu tout à l'heure, dans les zones éloignées, même aussi dans les zones urbaines, parce que dans les grandes villes, ça se passe. Ne croyons pas que c'est seulement au village. Donc, mener des campagnes de sensibilisation, et j'ai évoqué tantôt la chirurgie réparatrice, les restaurations médicales, ça peut être telles que des prises en charge psychologiques, le traumatisme qui a été causé là, il faut faire des prises en charge psychologiques, des prises en charge chirurgicales, comme je l'ai évoqué tantôt, mais surtout le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Aller dans une ère nouvelle, je ne dis pas que dans ces changements de mentalité, il faut rejeter le bébé et l'eau du bébé. Non. Nous, on a eu cette chance d'être dans la diaspora. On prend le meilleur de chaque continent, le meilleur de chaque endroit où nous sommes allés, et on fait le mix et on se construit avec. Ensuite, j'évoque aussi également dans mes solutions, il faudrait que les femmes assument pleinement leurs responsabilités au niveau de leur corps, c'est-à-dire leur sexualité, mais aussi les maternités. Que les femmes soient responsabilisées. Parce qu'on ne peut pas tout dire, bon, ah oui, j'ai mon homme, si je fais comme ça, il va ceci, il va cela. Non, toi-même en tant que femme, là, tu dis quoi? Tu prends quoi comme, tu prends quelle responsabilité? On peut critiquer les autres, mais il faudrait que les critiques, là, commencent par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait pour abonder dans le changement? Ensuite, j'ai également dit qu'elles doivent s'affranchir des pesanteurs patriarcaux qui tendent à mettre les intérêts de l'homme au centre du débat. C'est vrai, il y a les intérêts de l'époux ou de l'homme, mais il y a aussi nous-mêmes nos intérêts. Comment on fait? On met les deux intérêts, on met l'équilibre pour que chacun gagne. Ça soit une démarche win-win, pas une démarche où nous on est en bas et puis l'homme en haut. On crée l'équilibre. En créant l'équilibre, ça ne veut pas dire que je vais voir des frères là-bas, que oui, ce sera la gouvernance des femmes. Ce sont les femmes qui vont nous... Non, non, il n'est pas question de ça. Il est question de partenariat du tout. C'est le partenariat. Le partenariat. Et non la domination. Et dans ce partenariat-là, chacun gagne. Chacun gagne, un partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, j'ai dit aussi, bon, il y a des ouvrages que j'ai cités. Je vais vous donner les titres si vous voulez. Maintenant, au niveau de l'association Agui et nous tous qui travaillons, au passage, je vous dis que moi, je viens du monde associatif. Pour que je sois là, c'est parce que j'ai beaucoup œuvré, j'ai beaucoup travaillé dans le monde associatif. Donc, avec l'association Agui, je pense que là, je vous fais l'ouverture parce que mes collègues du monde universitaire, comme souvent, ils sont beaucoup enfermés dans leur laboratoire. C'est-à-dire, ce sont les grands chefs, ce sont les messieurs qui savent tout, ou les madames qui savent tout. Non, il y a du meilleur dans le monde associatif. C'est-à-dire, nous, ce qu'on sait écrire, les rédactions qu'on savait, on sait faire, les rédactions scientifiques. Mais c'est en nous frottant avec le monde associatif, les OSC, les organisations de la société civile, qu'il y a de la valeur ajoutée. On avance ensemble. Donc, je pense qu'avec l'association Agui, nous, on est à notre deuxième édition. On a organisé un colloque en 2017 sur le leadership féminin en Afrique et ailleurs, dans les organisations sociopolitiques. Donc, je pense qu'avec les groupes, on va faire la deuxième édition. Je pars à Abidjan. Vous avez votre place là. Vous réfléchissez sur une thématique qui vous ressemble. Dans un panel, on fera l'appel à communication sur d'autres mondes et c'est vous qui allez diriger votre panel.
pense que c'est la meilleure ouverture que je pouvais vous faire. En montrant à ces grands-là que dans le tissu associatif, il y a du meilleur qu'on peut tirer. Donc, vous avez votre place là. Et je m'y implique personnellement. Ce qui serait aussi intéressant, ça c'est la deuxième ouverture, c'est la création d'un laboratoire. Un laboratoire recherche féministe où Jean, à Bintou, je le dis, toi qui vas de l'autre côté, Jean et recherche scientifique. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et dans le laboratoire que je vois, naturellement, ça sera avec vous. Et non seulement que des scientifiques enrobés dans leurs thèses et leurs thèmes qui ne savent pas sortir, hein, mon frère. Des mélanges, cette mixité-là, c'est ce que je veux dans ce laboratoire. Parce que vous avez l'ouverture, et Bintou et Prudence, en tout cas, aidons-nous, on avance ensemble. Maintenant, dernière proposition, c'est au niveau des rencontres pour le mois de juillet. Il sera organisé, en tout cas en co-organisation avec Miss Kipré, hein, ou sur le terrain, si tu sais faire quelque chose là, on va mélanger les femmes de tous horizons, du nord à l'ouest, d'est à l'ouest, en Côte d'Ivoire, et nous ferons l'organisation de manière citoyenne. On va faire l'organisation, ce qu'on sait faire, on le fera. Bintou, tu es invité, la sœur du Sénégal aussi, toutes celles qui sont là, vous avez votre place, donc on puisse organiser cela ensemble. Donc, sur ce, j'espère ne pas avoir été longue et que j'ai restitué ce qu'on m'a demandé. Très bien. Bon, bah, merci. Merci bien. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'intervention, docteur Oumou Kouyaté. Maintenant, nous allons laisser la parole à